J'adore. T'arrives avec tout ça à la main? Tu me reconnais? Ouais. Vaguement? Ouais. Non, si, je te reconnais. Mais on s'est pas vu des centaines et des milliers de fois non plus. Non, mais j'ai fêté mon anniversaire chez vous, notamment. Il y a longtemps? Ouais, bah c'était il y a longtemps, c'était avant le confinement. Donc c'est la boîte de prod. Voilà. Mais en ce moment, il n'y a personne. Puis voilà. C'est chez toi. C'est le paradis des chats. Et ouais. J'espère que t'es pas allergique aux chats d'ailleurs. Ah, tu enregistres déjà là? J'ai toujours besoin d'ambiance, ouais. D'accord, ok. Waouh, la bibliothèque. Est-ce que tu veux boire un café, un grand verre d'eau, un verre de vin? Un verre d'eau pour l'instant, ouais. Ouais, hein, c'est un peu tôt en verre. Ouais, c'est un peu tôt. أبدا مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني. Comme dirait la petite Julia, oulalalala, c'est le 4e épisode. On a rencontré Aline Geller, la réalisatrice de La Révolte Nature. La possibilité pour vous de découvrir l'écosystème du vin nature, ses vignerons, ses bars à vin, ses agents. On se trouve à Montreuil, dans mon petit paradis qui jouxte la boîte de production, qui s'appelle Riette Production. Voilà, donc j'ai trouvé un endroit qui me permettait de vivre à côté de l'endroit où je bosse. Et voilà quoi. Pour le moment, en tout cas, je suis à Montreuil et je m'y sens très 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 bien. Elle existe depuis quand cette boîte de prod? Depuis 2019. Depuis sa naissance a succédé, a suivi mon départ de la case de Montreuil, où je bossais avec Thomas et François, cave que j'ai créée il y a bien plus longtemps que ça. Voilà, puis en fait, je les ai quittés avec l'idée de parler un tout petit peu mieux qu'en tant que simple marchande des vins que je vendais au quotidien. On va en parler parce que tu as plusieurs vies. Ouais. Et effectivement, c'est un projet qu'on a vu passer dans les... comment on appelle ça, les financements coopératifs. Ouais, tout il y à a fait. plusieurs années. Fin 2020. Entre-temps, il y a eu le confinement. Ouais. C'était même avant le confinement. Hein. C'était après. Le Kiss Kiss Bang Bang a suivi le confinement puisque j'ai commencé à tourner. J'avais tourné déjà. Alors en m'adaptant aux interdictions de circulation et aux vagues successives de l'épidémie et au vent de panique soufflé par le gouvernement. Bref, donc en fait, le tournage a été assez chaotique. Il a commencé fin 2019, donc il n'y avait pas le Covid à ce moment, la pandémie n'était pas encore présente. Et en 2020, par contre, on a réadapté sans arrêt tous les projets de déplacement et de tournage. Voilà. Alors, ce qui fait qu'effectivement, tu avais, on s'est connus dans une vie précédente, tu avais une vie professionnelle précédente. Moi, j'étais client de la cave de Belleville. Tu peux nous parler un peu de ce métier de caviste, comment tu es arrivé au vin nature Comment je suis venue au vin nature? En fait, j'ai été galeriste pas mal d'années, agent d'artiste et galeriste, et il s'avère que j'ai eu un pépin de santé qui fait qu'il a fallu que je me repose, entre guillemets, ou que je stoppe cette activité-là, qui me prenait vraiment un temps fou. Parce que j'avais un lieu avec l'accueil du public, etc. C'était à Montmartre, ça s'appelait The Box in Paris. Et comme je suis un petit peu hyperactive et que j'aime la bonne chair, je me suis demandé comment je pouvais meubler ce temps-là, comment je pouvais m'occuper en m'éclatant toujours et puis en apprenant des choses pendant cette période d'arrêt obligatoire. Et je me suis dit, pourquoi pas effectivement approfondir mes connaissances en œnologie. Et donc je me suis inscrite à l'école du vin, où j'ai fait le W7-2, ensuite le 3, et où j'ai rencontré François, l'un de mes associés à la cave de Belleville, qui m'a présenté Thomas. Et tous les trois, on a effectivement trouvé un endroit qui nous semblait complètement adapté à accueillir du public et à mettre en valeur des flacons. Et on a ouvert la cave de Belleville, qui a été un succès assez fulgurant, immédiat. Et rapidement, il y a eu... c'est devenu un lieu
de référence. Ouais. Alors effectivement, avec une énorme vitrine. Ouais. Et tu as peut-être voulu, à travers ce film, un peu passer de l'autre côté. Absolument. Et en plus, si tu veux, j'ai fini par m'ennuyer. C'est-à-dire que c'est super d'être marchande, c'est super d'avoir un rapport très privilégié avec des clients et leur vendre des bouteilles et faire à manger et servir à table. Mais moi, je privilégie un truc qui est très très important pour moi, c'est le temps. Voilà. Donc le temps de parler aux gens, de répondre à leurs questions, d'aller chercher des infos aussi auprès des producteurs, des vignerons, des artisans. Et en fait, quand tu tiens un commerce de ce style-là qui marche du feu de Dieu, c'est fabuleux. Mais il y a une sorte de routine qui s'installe, une fatigue qui s'installe, et quelque part, on survole les choses. Et l'approche, enfin, c'est pas l'approche, c'est ce rapport aux choses intéressantes devient très très superficiel. Et voilà, je me suis ennuyée, fondamentalement ennuyée, j'étais fatiguée. Et voilà, donc j'ai progressivement, même si j'ai eu du mal à les quitter, mes deux associés, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment quitter, puisque je suis toujours associée. Bref, mais en tout cas, j'ai quitté ce rythme-là. Je leur ai dit que je ne travaillais plus à leur côté et que par contre, je m'attelais à un autre projet qui était d'écrire et de réaliser un film. Voilà. Tu es quelqu'un qui reste pas en place. Hein, je suis un petit peu... il y a une sorte d'énergie un peu étrange. Je me fatigue moi-même, mais quelque part, en fait, c'est mon moteur. Donc j'ai des projets un peu... Je ne sais pas si on peut dire ambitieux, mais en tout cas des choses qui m'excitent un peu et qui me paraissent d'envergure. Et j'essaie d'aller au bout. Et en tout cas, c'est ce qui me tient debout. Parce que j'ai vu également que tu avais fait du droit. Oui, ça c'est mes études supérieures, en fait. Oui. J'ai fait du droit et avec une spécialité qui n'est pas loin de la production cinématographique, puisque mon mémoire de recherche c'était un petit peu ces thèmes-là. Et j'aurais pu aller plus loin si mon directeur de thèse ne s'était pas retrouvé en tôle. Ça c'est pour la petite histoire, c'est hyper rigolo. Je devais partir à Aix-Marseille et en fait, plus de directeur de thèse. En fait, c'était quelqu'un qui avait commis quelques malversations dans la gestion du musée Vasarely, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Et bon voilà, c'était mon époque. Et en fait, c'était très bien parce que quelque part, j'aurais fait un doctorat, mais on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'apportait rien de plus que ce que j'avais déjà un petit peu découvert et ce qui me permettait d'avoir de bons réflexes, en tout cas, pour créer des boîtes ou pour en tout cas aller au bout de certains projets. Voilà. Mais l'audiovisuel, par contre, je l'ai vraiment mis de côté. Comment tu plonges dans l'audiovisuel? Alors, je crois que... Enfin, ça, c'était ma spécialité donc, de juridique, la com et l'audiovisuel. Et comme j'ai eu pas mal de difficultés à faire les stages qui m'intéressaient, à trouver les jobs qui m'intéressaient, parce que j'étais une jeune femme, voilà. Donc, en fait, j'ai pas réussi... Enfin, on me sollicitait pour des choses qui m'intéressaient pas des masses, notamment pour ma plume. C'est-à-dire que à chaque fois, je me retrouvais à écrire des discours, à écrire des tas de choses, mais en fait, pas du tout dans le concret de la production audiovisuelle au cinéma. Et si bien qu'à l'époque, j'ai écrit une petite annonce dans CB News et dans Stratégie, où j'ai poussé un coup de gueule. Et j'ai été contactée par une nana absolument géniale qui s'appelait Liana Jaroslavski, qui avait travaillé avec Rudy Bauer à l'époque et qui était designeuse et qui parlait très mal le français et qui a voulu que je sois sa plume, en fait. Parce qu'en fait, il s'avère que c'était quand même pour ça beaucoup qu'on faisait appel à moi. Et donc, je suis devenue sa conceptrice-rédactrice et je me suis dit que j'allais enfin pouvoir dire oui à tous les amis artistes qui avaient besoin d'aide juridique, sur le plan juridique. Donc, parallèlement à ce petit boulot auprès de Liana, je suis devenue agent d'artiste. Et puis, par la force des choses, galeriste. Donc, ma vie précédente. Ce qui explique quelques œuvres. Il n'y en a pas des masses ici. J'ai vraiment beaucoup écrémé, mais mes coups de cœur m'accompagnent toujours. Oui, un certain goût pour la couleur, pour la dimension picturale en tout cas. Pour le dessin, ouais, à fond. Tout à fait. Et le graphisme, ouais. Et la photo, oui. Et donc tu raccroches les wagons, il y a donc en 2019, avec un projet initialement de série. Ouais, tout à fait. Ça devait être une série en 4 épisodes. Les 2 premiers... a priori devaient se tourner en France et les 2 derniers à l'étranger.
Et voilà, et le Covid montre le bout de son nez, cette chose-là nous tombe dessus, et donc forcément je me mets à me dire que j'y arriverai pas, et qu'il faut réécrire, et qu'il faut réajuster, et forcément réduire la voilure de l'ambition du projet. Et alors concrètement, ça se passe comment sur le tournage, cette affaire de Covid? Ça a été... T'as tourné à la Dive, notamment, donc ça a dû être un beau bordel. C'était avant, en fait. C'était juste avant, en fait, cette grosse partie du tournage qui en plus a demandé pas mal d'organisation et c'est le moment où on était le plus nombreux sur le tournage, en fait, parce qu'il en fallait un peu partout, il fallait accrocher des caméras un peu partout, suivre des gens pas aux mêmes endroits, etc. Ça, c'était juste avant, c'était le mois de février qui a précédé l'arrivée du Covid. Pardon, j'ai perdu le fil de ta question, tu disais. Ma question, c'est concrètement comment ça se passe, le Covid. En fait, c'est pas une question très importante, mais après, pour le coup, toute petite équipe. Il y a des moments où on ne s'est pas déplacé. Il y a des moments où, initialement, on devait commencer le tournage par l'Alsace, par exemple. Tu vois, quelque part, ça a complètement chamboulé les régions projetées et tournées, puisque l'Alsace n'apparaît pas dans le film. On a réorganisé ça autrement. On a patienté un peu, et puis finalement, on a été dans le Beaujolais, et puis finalement, on a un petit peu revu la dimension, l'orientation géographique du film, en fonction de la disponibilité des vignerons et puis des autorisations de déplacement qu'on pouvait avoir. Puis en fait, j'ai vraiment jonglé. On a jonglé. Le tournage est allé sur 2 ans et demi, 3 ans en fait. Donc voilà, on a jonglé. Ton projet, c'est un peu de restituer le microcosme du vin nature. Quel est le projet initial ? Alors initialement, je voulais décortiquer. J'espère y être quand même un tout petit peu arrivé aussi, même si c'est un tout petit peu été réécrit au fur et à mesure. Initialement, j'avais envie de décortiquer le marché, en fait, de la nature, et de poser des questions qui fâchent un peu ou qui gênent, ou les questions tabous. Je voulais pas faire un film de technicien, je voulais que ce soit accessible à plein de gens, y compris, dépasser en tout cas le cercle très fermé des amateurs avertis. Mais je voulais montrer ce qui se passait derrière, et je voulais montrer qu'il y avait une infinie diversité de personnes qui travaillent dans ce milieu-là, et y compris les vignerons. Donc en fait, j'avais envie de donner envie parce que je pense que c'est infini, le type de proposition, les personnages, les personnalités, les techniques utilisées, les styles. Il y a des néo-vignerons, des fils de vignerons, il y a des gens qui... il y a une infinie diversité de personnes qui bossent dans le vin, que ce soit dans les vignes, dans les chais, ou même dans la commercialisation de ces produits-là. Et j'avais envie de montrer ça pour que les gens se disent, bah oui, ça peut, telle personne ou tel vigneron pourrait me plaire, j'ai envie d'aller goûter, j'ai envie de découvrir. Ce mec est trop rigolo, ce mec est ce mec est un grogne, il est hyper intéressant, il est révolté. Voilà, j'avais envie de montrer des gens assez divers. Ça, c'est Patrick Desplein un peu. Par exemple, le grognard, ouais, tout à fait. Mais on va y revenir à la question du casting. Mais effectivement, le titre de travail, c'est Mercato. Initialement, c'était ça. Tu penses qu'il y a un antagonisme entre ce désir de montrer que c'est un marché, qu'il y a des enjeux, et le monde du vin nature ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est une réalité. Et je voulais pas du tout l'éluder, mais le titre est compliqué. J'arrivais pas... on a mis... pendant les 2 premières années... À chaque fois, j'essayais de prendre un peu de recul et d'en trouver un plus avenant ou moins footballistique, on va dire ça comme ça. Mais donc j'y suis pas arrivée, et il a fallu que le film soit terminé pour qu'au cours d'une très belle soirée arrosée, on arrive à ça. On arrive à ce titre-là qui, à mon avis, est super, en fait. À mon humble avis, le titre de ce film est super. Tu veux laisser le spectateur découvrir ce qu'est la révolte. Ouais. Il y a pas mal de vignerons qui ont utilisé ce mot d'une manière ou d'une autre sur leurs étiquettes. Sinon, a priori, il n'y a pas forcément d'accent aigu sur le E. Mais je jouais sur révolution, et donc quelque part je trouvais ça marrant de l'écrire avec un accent. Alors, c'est quoi cette révolution là ? Est-ce que tu penses que le milieu du vin nature tranche vraiment
dans son fonctionnement, dans son système, de celui du vin conventionnel, si on met en dehors la question de la chimie? Le vin nature est fondamentalement différent du vin conventionnel, ne serait-ce qu'en termes de volume, en fait. Et d'ailleurs, le vin nature ne pourra pas remplacer dans sa globalité le vin conventionnel et le vin qu'on trouve dans les étalages de supermarchés. Donc en termes de volume, de quantité produite, c'est la révolution. Effectivement, on produit moins, mieux, et on respecte la planète en produisant. Donc en fait, là-dessus, il n'y a pas photo. Après, c'est un milieu comme tous les autres, où il y a des débordements comme dans tous les autres, et lié vachement d'ailleurs à une sorte de star system de certains vignerons, qui effectivement, comme dans le milieu du cinéma, comme dans le milieu de la mode, débordent. Et je sais pas, c'est une histoire humaine plus que vin nature, pas vin nature, vin conventionnel, etc. Après, il y a quelque chose qui est certain, c'est que c'est un milieu assez masculin, même si énormément de filles débarquent et révolutionnent un petit peu ce domaine qui était exclusivement masculin, en tout cas dans les vignes et dans les chais, parce que les femmes étaient cantonnées à l'administration, souvent. Voilà, mais il n'y a rien de très très différent que le monde dans sa globalité, qu'une grosse boîte, qu'un type qui a un peu de pouvoir dans une boîte et qui va profiter de ce pouvoir-là, et voilà. Donc pourtant, on a l'impression qu'il y a une idéologie sous-jacente. Oui, tout à fait. Donc après, c'est heurtant parce qu'effectivement, on est vers quelque chose qui est censé être éthique, respectueux du vivant, respectueux des valeurs, de l'humain. Voilà, sauf que malheureusement, effectivement, on est dans un milieu comme les autres, avec un peu plus de règles édictées, enfin de règles, c'est pas des règles d'ailleurs justement, mais un peu plus de valeurs partagées, mais qui n'empêchent pas les débordements individuels. Alors si tu nous parlais du casting, comment il se dessine ce casting? Est-ce qu'il est là dès le projet de l'écriture ou c'est de rencontre en rencontre? Alors, comme initialement le projet s'articulait sur 4 épisodes, il y avait énormément de vignerons que j'avais pressentis pour, que j'avais déjà approché au cours de salons, notamment pour les vignerons étrangers, parce que c'est pas du tout évident de partir et d'aller faire une prépa en fait à l'étranger sans être sûr que. Donc j'avais déjà un casting relativement établi et des gens qui étaient tout à fait hyper partants pour participer à ce projet-là. Et donc, comme on l'a réduit, j'ai effectivement réduit la voilure et continué à approcher ces gens-là et à préparer avec les Français, en tout cas les vignerons français, ce tournage. J'ai été beaucoup aidée, ou en tout cas beaucoup encouragée au départ par Camille Delaunay, qui est une amie. Tu peux nous présenter parce que les auditeurs ne connaissent pas notre petit monde. Alors Camille Delaunay, elle est distributrice de vin naturel. On la voit dans ton film. Oui, tout à fait. Elle travaille avec une jeune femme qui s'appelle Nolwenn. On est proches depuis longtemps, depuis l'époque de la cave de Belleville. Et j'étais ultra fan, et je suis toujours ultra fan de Jérôme Sorigny, donc vraiment, ça fait partie des vignerons qui ont suscité chez moi des très très grosses émotions. Pourquoi ? Je trouvais absolument dingue que ce type qui avait l'air d'un adolescent fasse des choses aussi en place, aussi énergiques, enfin pas énergiques, ses pétnates étaient complètement dingues, une énergie de fou. Des vins dont on ne sait pas si ce sont des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés, et surtout une énergie de malade en fait, quelque chose qui donne envie de faire la fête, qui donne envie de poursuivre, d'ouvrir une deuxième bouteille, et vraiment des vins très très en place, presque gastronomiques, alors que ce type-là, quand il venait nous livrer des bouteilles, parce qu'on a travaillé avec lui de manière indépendante avant Camille, avait vraiment donné l'impression au tout début d'avoir 17 ans. Donc je trouve ça absolument dingue et absolument réjouissant de rencontrer un jeune vigneron aussi talentueux. Et donc en fait, Camille qui travaillait avec bien d'autres vignerons et lui, elle et moi on a sympathisé et effectivement j'ai été la voir dans la Loire et on a rencontré pas mal de gens que j'ai pas tous gardés en fait au montage, mais les 2 que j'ai gardés dont l'histoire se répondait comme un écho, il y avait le père initiateur, Pat Desplats, et Jérôme Sorigny, le fils spirituel, y compris de Babas. Voilà, donc en fait, j'ai gardé ces 2 personnages-là qui étaient assez emblématiques et qui permettaient aussi de parler de Camille aussi, parce que je voulais que les gens qui travaillent autour du vin, que ce soit des agents, des distributeurs ou des commerçants ou des restaurateurs, j'ai pas pu tous les mettre, notamment à cause du Covid, puisque les établissements étaient fermés.
Mais voilà, ça me permettait d'avoir une sorte d'entité qui correspondait à la Loire. Après, il y a eu Sylvie Augereau dans la Loire aussi, puisque la dive, et puis elle-même vigneronne et elle-même journaliste. Et elle a été assez fabuleuse parce que justement, elle nous a facilité le tournage au moment de la dive, puisqu'on a commencé à tourner quelques semaines avant le démarrage de l'événement. Et puis après aussi, parce qu'il y a tout le nettoyage de la ville, Tu nous resitues la dive pour les non-initiés ? Alors la dive, c'est un des salons les plus emblématiques des vins naturels, mais pas que, parce qu'en fait ça déborde un tout petit peu. On est aussi sur des producteurs en biodynamie ou bio, mais en tout cas qui travaillent plutôt très très proprement. C'est l'occasion de rencontrer des vignerons du monde entier. Et de croiser des amateurs éclairés du monde entier aussi, qui viennent. C'est un salon a priori réservé aux professionnels, mais il y a plein de gens qui foudingues de vin nature qui arrivent à rentrer et qui passent 3 jours merveilleux sur place. Dans un cadre assez absolument dingue, un cadre extrêmement cinématographique, qui sont les caves Ackermann, qui pendant l'année accueillent énormément d'artistes parce que justement l'ampleur des caves, des voûtes sont super inspirantes, et qui au moment, normalement c'est le premier week-end de février, alors après il y a eu des variantes en fonction justement du Covid, et après le Covid il y a eu un petit décalage dans le temps d'1 mois, un moment où se nouent tous les contrats d'import-export, en tout cas pas tous, mais les principaux de l'année, pour le millésime en cours. Donc c'est un enjeu commercial assez incroyable. Et donc c'est intéressant d'y être pour voir ça, pour voir des gens qu'on aime, qu'on ne voit pas forcément, parce qu'au même endroit se trouvent une quinzaine de vignerons parmi ceux que tu préfères. Donc tu sais que tu vas pouvoir les voir à cet endroit-là, ou à Angers, parce qu'il y a plein de salons parallèles. Il y a les off, en fait. Et voilà quoi, donc cet endroit est très cinématographique, et pour moi en fait c'était une sorte de danse assez dingue que je voulais absolument immortaliser, vu que le film parle du marché. Initialement ça s'appelait le Mercato, donc c'était le point de départ du film. Oui, et puis il y a des images très belles de banquets, bougies. Ouais. À ce moment-là de l'année, il doit y avoir une 60aine de fêtes ou de dîners organisés, sans compter ceux qui sont organisés chez les vignerons, qui en profitent, de Loire, qui en profitent pour accueillir aussi leurs clients parisiens, voire européens en fait. Donc c'est une grande fête. Dans ton casting, donc il y a un personnage étonnant que moi je connaissais pas. C'est Patrick Desplat là. Il y a un personnage. Tu as envie de le filmer. Je pense que tu l'avais mis en avant sur. Parce que en fait on a commencé le tournage avec lui. Donc c'était, on va dire... Qu'est-ce qu'il a, ce personnage de particulier ? Waouh. Plein de choses particulières. Il est complètement underground, en fait. C'est quelqu'un qui vit dans un endroit pas si commode que ça, en fait. Puisque voilà, depuis le tournage, ça s'est un tout petit peu amélioré. Il a un tout petit peu plus de confort. Il y a un peu plus d'amphores enterrés aussi, la cabane est un peu plus confortable, il y a l'électricité depuis, parce qu'en fait il y avait plein de choses qui ont été régularisées depuis et qui ne l'étaient pas à l'époque où on a tourné. Donc c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps dans des conditions assez difficiles, sans chauffage, juste un poêle. J'ai rien inventé, j'ai rien appris, c'est la nature qui m'apprend tout. C'est simple, c'est juste de l'humilité quoi. Mère nature, qu'est-ce que t'es belle. Ça, proche du Layon, dans un endroit où l'hiver il fait pas forcément, c'est très humide, c'est proche de la rivière, donc beaucoup de gadou, tu vois. Avec son poncho. Avec son poncho, avec sa chienne, avec son chat, avec sa chèvre, sa biquette plutôt, ouais. Oui, mais il n'est pas isolé. Il y a de nombreux néo-vignerons qui vivent au pied de leur vigne. Et puis il y a aussi tous les gens qui viennent, tous les saisonniers qui vivent comme ça. Oui, tout à fait. Et puis en plus, lui-même ne vit pas comme un ermite tout seul. En fait, il accueille des gens de Hollande, etc., qui viennent un tout petit peu le suivre, l'aider. Il y a des gens qui l'aident dans les vignes aussi, donc il est très bien entouré parce qu'effectivement, il est un peu c'est une sorte de pionnier d'un mode de viticulture
qui existe quasi plus en fait, qui fait des émules, mais peut-être de manière plus confortable toujours, parce que là il a opté pour quelque chose d'assez radical. Voilà, une des visions les plus radicales. Ouais. Et alors dans ta démarche et dans ton casting, il y a la volonté d'aller rencontrer les pionniers, et notamment il y a une des figures qui émerge, qui est Ganeva. Ouais. Tu peux nous en parler ? Alors je vais essayer d'en parler, c'est pas évident. C'est pour moi, c'est un des vignerons les plus fabuleux que j'ai rencontrés, ne serait-ce que par sa capacité de travail. Alors il est décrié sur son négoce en fait. Mais quand on passe un peu de temps avec lui, on se rend compte qu'il bichonne ses cuvées, et y compris les cuvées de négoce, parce qu'en fait il s'amuse et il veut en faire des produits ultra qualitatifs. Il a envie d'être hyper fidèle aux gens qui lui vendent du raisin et qu'il a hyper sélectionné. Enfin, c'est pas du tout de l'achat de raisin en masse pour faire de la masse signé Ganeva. Il a, au moment où on tournait, au début du tournage en fait chez lui, il était en train de construire une ultime cave dans son petit village de Rotalier, et dédié justement aux barriques de tous les vignerons, enfin de tous les cultivateurs en fait, qui lui fournissent du raisin. Et c'est un type qui est bourré d'énergie. Enfin, je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un qui dormait aussi peu, qui travaillait mais d'une manière mais absolument dingue. C'est-à-dire qu'on avait du mal à le suivre en fait. Il a du monde autour de lui qui s'active sans arrêt. Il s'active sans arrêt. Il renifle, il goûte, il écoute sans arrêt. Il va tripoter sa terre sans arrêt. Enfin, il surveille ses vignes de manière complètement dingue. Et il met tout autant d'attention à vinifier donc le négoce. Ganeva aussi, ça a été l'objet d'une polémique un peu, et là tu tournes un peu avant la polémique. Alors je tourne avant la polémique et je m'agace de la polémique. Et est-ce que tu peux nous recontextualiser ? Non ? Si je peux, mais je vais pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce brave homme ? On lui reproche quoi ? On lui reproche d'avoir vendu. C'est ça en fait. Tu voulais. Après, il a absolument le droit de prévoir sa succession avec une énorme anticipation, parce que en fait, c'était pas se débarrasser de ses vignes, c'était y rester pendant un certain temps avec quelqu'un qui lui garantissait la possibilité de poursuivre et de transmettre en douceur sur, je pense, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc voilà, c'était pas un bye-bye, j'encaisse un gros chèque et je pars. Et après, voilà, il a une situation familiale qui est telle, c'est une telle réussite que je comprends absolument aisément qu'il ait décidé de faire ça pour éviter, je pense, après je sais pas, voilà, on n'a pas parlé de ça, on a juste parlé de son tout petit dernier Antide, son fils qui était beaucoup trop jeune pour reprendre le domaine. Donc il a prévu par anticipation quelque chose qui évitait à ses enfants, je pense que quand il y a des fortunes comme ça, ou en tout cas un bijou comme ça à céder, qui évitait aux enfants de se friter, ou je ne sais pas, enfin je dis ça, c'est pas le bon mot, mais enfin je pense qu'il a voulu éviter la guerre au sein d'une famille, et je comprends parfaitement, parce qu'en fait on voit ça on voit ça en Bourgogne, c'est dramatique. Là ça permettait une transition en douceur. Et puis je pense que c'est un type qui a tellement travaillé toute sa vie depuis qu'il a 17 ans, qu'il a largement le droit d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et une tranquillité financière pour quand il sera plus en forme. Voilà. Pour la période où il pourra tranquillement boire des coups. Ouais, tout à fait. À 67 ans. L'objet de la polémique, c'était aussi qu'il avait vendu à quelqu'un qui... Un milliardaire russe. Oui, alors je suis pas j'ai pas fait une étude très précise, je vais pas pouvoir être vraiment technicienne dans la réponse que je vais apporter. Mais c'est juste quelqu'un qui avait déjà acheté un domaine, en fait, qui est pas du tout novice dans le milieu du vin. Et qui avait déjà, je pense, repris un domaine dans le Languedoc-Roussillon, en fait. La construction financière du truc, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas au courant. Mais manifestement, c'était quelqu'un qui garantissait que le domaine n'allait pas être démantelé, allait permettre à Fanfan de rester un certain nombre d'années, en fait, là, pour assurer une transmission. Et le financier en question savait de quoi il parlait, est un fou de vin et de vin nature. Donc quelque part, il y avait quelque chose qui était relativement respectueux de ce qui avait été construit. Je trouve c'est un grand garçon, c'est un immense vigneron qui fait absolument ce qu'il décide de faire. Il est libre de faire ce qu'il veut, et puis surtout d'attiser les jalousies, puisqu'en fait, je pense que c'est aussi
c'est aussi quelque chose, voilà, je pense qu'il est extrêmement jalousé cet homme. La question que je voulais te poser, Aline, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de documents de documents filmiques sur le vin nature. Ouais. Et voilà, de quelle manière tu as pensé ça? De quelle manière tu as voulu te démarquer peut-être? En fait, je voulais vraiment avoir du temps. Je pense qu'on a passé du temps. J'avais envie d'être un petit peu comme un podcasteur, mais avec l'image. Parce que je trouve que définitivement, c'est un sujet où sans image, il manque l'âme, la beauté. Enfin, voilà, cet élément-là est assez essentiel, enfin pas essentiel, mais en tout cas, on peut difficilement s'en passer. Mais j'avais envie de me faire oublier. On était la plupart du temps 3, voire 2, à suivre les vignerons qui ont accepté qu'on les suive et qu'on soit derrière eux de 4h du matin parfois à 1h du matin le soir. Donc voilà, l'objectif était presque de se fondre dans les vignes, de suivre ces personnes-là et puis d'avoir une sorte de grille de questions, mais de s'en éloigner et de les oublier. Et voilà, et d'être inspiré par la personne qu'on accompagne et de participer à des moments extrêmement réjouissants, à des moments d'émotion, à des couchers de soleil de fou, à des levées de soleil de fou. Au moment des vendanges, il y a eu des moments absolument dingues avec les vendangeurs, puisque forcément on était là avant eux, donc je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire en termes d'horaire. Mais bon voilà, voilà, alors après, qu'est-ce que j'ai fait de différent? C'est peut-être mon approche, ma personnalité, le fait que ce soit des personnes que j'aime bien et qui aient dit oui et qui peut-être ne me détestaient pas vraiment non plus, en fait, ou avec qui j'avais des affinités, tu vois. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a eu des petits moments magiques. Voilà. Et puis c'est la magie justement de ça et d'une première fois, parce que c'est mon premier film. Voilà. Donc, il va y en avoir d'autres? Il y a peut-être. Enfin, oui, il y a certainement. Et alors si on parle justement de ces documents ou de ces films qui existent préalablement, on peut peut-être faire dire un petit mot sur des films qui t'auraient apporté quelque chose ou par exemple, je sais que Nocitaire. Voilà, Michael Georget, quand je l'ai reçu pour Wine Calling, il m'a dit c'est Mondovino qui nous a mis au vin nature. Ouais. Alors moi, ça a quand même largement précédé le vin naturel et le fait de devenir entre guillemets une pseudo-technicienne ou une amatrice un peu éclairée. Mais effectivement, c'était un choc. C'était un choc. J'étais déjà convaincue, mais sans avoir le palais, tu vois. Et il y a une sorte d'énergie qui est très très communicative de toute manière. Dès qu'on suit dès qu'on voit un reportage, avec Nocitaire, c'est un peu caméra au point toujours, et avec les maladresses qui sont les siennes, mais l'énergie est folle. On a envie de traverser l'écran et d'aller le rejoindre avec les vignerons qui l'interviewent. Qu'est-ce que tu apprends alors à cette époque quand tu découvres ce film? Tu avais conscience de ces enjeux? Tu avais conscience d'un monde divisé? Oui, tout à fait. C'est plus Résistance naturelle, moi, qui m'a embarquée, en fait. Et qui m'a embarquée dans le sens où on voyait des vignerons paysans. Une sorte d'harmonie familiale, naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui, quelque part, débordaient du pur aspect vigneron. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans l'agroforesterie, dans la paysannerie, ou en tout cas une nouvelle appréhension du monde et de l'équilibre d'une exploitation. Avec quelque chose de très harmonieux, des familles heureuses, des enfants, enfin, tu vois, tout ce qui, quelque part, est presque... Enfin, je sais pas, moi, je rêvais d'être en Italie avec eux, tu vois, en fait. Et d'ailleurs, je me suis mis à adorer les vins italiens et à faire des pieds et des mains pour qu'à la Cave de Belleville, on en ait, alors que c'était pas forcément du goût de tout le monde, etc. Mais tu vois, une sorte de grosse curiosité, de grosse envie de pouvoir goûter ça, de pouvoir les rencontrer, ces gens-là. Figlio di vignaiolo ti ho beccato. Dai! Tu sei un figlio di vignaiolo? Sì. Anche tu farai vino? Beh. Ciao figlio di vignaiolo! Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Nocitaire?
Écoute, il s'est installé au nord de Rome, si j'ai bien, enfin en tout cas autour de Rome, et il a monté une exploitation absolument fabuleuse dans le respect du vivant, avec maraîchage, permaculture, et puis je pense qu'il permet à une vingtaine de personnes à l'année d'avoir une activité rémunérée, donc c'est assez génial. Il est arrivé à, en fait, il a mis en pratique plein de choses qu'il projetait dans ses films, ou en tout cas qu'il louait dans ses films. Ouais, c'est un personnage intéressant. Et d'ailleurs, je l'avais rencontré une fois dans la librairie qui fait face à la cave de Belleville. Il était venu présenter Résistance naturelle, je crois. Je ne sais plus quelle signature. Il se fait soif un peu, non? Là, tu veux? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux qu'on débouche quelque chose? Ça te ferait plaisir? Je sais pas si je suis accompagnée. Ouais, tout à l'heure, on a commencé tout doucement, mais effectivement, c'est peut-être le moment. Tu veux une bouteille de rouge ou une bouteille d'autre chose? Toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a une correspondance avec ton film? Alors justement, il va falloir que je refasse le stock de toutes ces bouteilles-là des vignerons du film parce que j'ai plus grand-chose. Parce qu'en fait, à chaque fois, effectivement, pour être inspiré, pour trouver le titre, etc., et au cours de nos brainstorming, on en a pas mal bu. Donc il va falloir que je reconstitue le stock. Mais par contre, je peux te proposer. Non mais choisis la couleur. J'ai quelque chose d'un peu between rouge et blanc, ou j'ai quelque chose de rouge d'assez simple, mais d'un vigneron que j'aime beaucoup aussi. Donc choisis, rouge ou rose. Ce sera plutôt rose ou orange. Allez, on y va. Ok. Je te suis. Sinon c'était ça. Sinon je te proposais un Galatia, mais qui est un rouge quand même pas trop costaud. Ça te va ça? Écoute, je connais pas, donc oui, c'est alsacien? Ouais, Rich. Ah mais c'est Rich, d'accord. Et c'est un Savagnin rose. Là on est sur une Solera 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. Donc d'une sublime complexité. La cuvée s'appelle Pas à Pas. Et Rich n'est pas dans le film. Non, parce que l'Alsace, c'est vraiment, enfin bon voilà, il est question d'aller défendre le film là-bas et je leur dirai à quel point ça m'a manqué de ne pas pouvoir tourner chez eux parce que vraiment j'ai une passion pour les vins alsaciens. Donc, un petit mot sur Rich parce que c'est une grande figure. Je l'ai découvert à la Div, à ma première Div, donc il y a hyper longtemps maintenant, il y a 7 ans, 8 ans. Et c'est des pinots noirs qui m'ont complètement transpercée en fait, avec une longueur en bouche absolument dingue et une fraîcheur qu'on n'attend pas forcément de pinot noir alsacien, ou en tout cas à l'époque j'avais pas un palais suffisamment averti. Et puis après on s'est mis à goûter forcément d'autres cuvées plus subtiles, des blancs, des Savagnins roses, des macérations, et donc ce type est prodigieux. Top, écoute, on va ouvrir ça. Quant à moi, j'ai goûté ces vins pas très loin d'ici, dans la rue, chez l'ami Thierry. Il était venu au salon. Ouais. On se fait des jolis verres. Plein de poussière, mais jolis verres. On voit qu'il y a du métier. Oh non, faut pas dire ça. Tu dis ça à quelqu'un, il pète le bouchon. Heureusement, il n'y a pas la caméra. Pas de capsule, hein, chez Rich. Parce que les vins alsaciens commencent à révolutionner la baraque aussi. Hop. Alors j'espère qu'elle est... Je goûte avant de te servir? C'est comme chez toi. Yes. Bon, super. Pas très très frais, mais moi j'aime bien comme ça. Hein, pour les vins de macération. Okay. Merci. Manque un peu de fraîcheur. Je l'ai monté de la cave tout à l'heure. Non, les blancs, moi je les aime bien. Mais j'aime bien aussi, mais après je sais que je... Bon, donc ça marche.
laisser s'ouvrir, ouais. Ouais. Ah mais c'est super ça. J'adore. Quand tu dis WST3, c'est la partie internationale, je crois, de la formation, non? Le W7 ? Le W7, ouais. C'est la partie internationale, c'est... Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations-là? Le W7-2, c'est un peu une sorte d'état des lieux de la vigne mondiale, histoire de mettre en place une sorte de géographie des cépages et des pays, etc. Ça permet à des gens qui veulent bosser dans la restauration de savoir à peu près de quoi il est question. W7-3, on approfondit un tout petit peu toutes ces notions. Et le 4, que je voulais faire mais que je n'ai pas fait parce qu'il était en anglais à l'époque, et que quelque part je ne suis pas fluente. Donc je m'étais dit que j'allais souffrir beaucoup et qu'il me fallait un peu plus de temps. Et puis de toute manière, le projet de la cave de Belleville s'est mis en marche, donc il n'était plus question de poursuivre. Mais ça te permet d'avoir une sorte de vision globale des vins et spiritueux du monde entier. Voilà. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que le vin, mais il y a aussi tous les spiritueux, toutes les fermentations en fait. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'approche analytique du vin, dégustation qu'est-ce que tu penses de cette sociologie-là? Est-ce que tu penses que le vin est abordable? Alors je crois complètement, je pense que c'est pas mal d'essayer en tout cas, ou d'être guidé ou quelques fois de cette manière-là. Mais je pense que ce qui doit régner dans ce domaine-là, c'est une totale liberté du ressenti et de la manière... Enfin, je veux dire, moi, je me verrais mal, par exemple, boire du vin dans autre chose qu'un vin qui s'y prête, qu'un verre qui s'y prête. Par contre, je veux dire, il n'y a pas de dictature. Je refuse ça. J'adore les gens qui s'exaltent ou qui font la grimace ou qui trouvent pas leurs mots et qui quelque part vont finalement réussir à... Enfin, je veux dire, la vindicte des professionnels m'emmerde. Et je trouve qu'en fait, c'est une histoire de ressenti, de bonheur, de joie. Et quelqu'un va dire vanille alors que quelqu'un d'autre va dire bois pour... Enfin, tu vois, on s'en fout. L'essentiel, c'est le plaisir, en l'occurrence. Et l'essentiel aussi, c'est de pouvoir se payer aussi une bouteille. Parce qu'en fait, le prix des bouteilles est quand même pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi la possibilité de trouver des bouteilles pas trop chères. Et ça, c'est un vrai souci, et c'est le vrai problème de la démocratisation de ce vin nature qui n'est pas si easy que ça. Ça, c'est une belle conclusion. Ouais, alors après, il y a des tas de raisons qui expliquent qu'une bouteille de vin nature soit un tout petit peu plus chère, voire beaucoup plus chère qu'une bouteille de vin conventionnel. Mais ce qui est pas mal, c'est de parvenir à en fabriquer quand même des simples, pas trop coûteux, ou en tout cas qui puissent permettre aux gens qui ont peu de moyens d'avoir du plaisir et de pouvoir goûter ça. Ouais. Ça s'ouvre, c'est fou là. Ouais. Redis-nous le nom du film, ton nom et la date de sortie du film. Alors, le film s'appelle La Révolte Nature, de la vigne au vert. Je m'appelle Aline Geller et donc La Révolte Nature sort le 10 mai dans toutes les bonnes salles de cinéma. Tu vas accompagner le film ? Oui. Tu vas accompagner le film, et derrière cette question, il y a la question de ces films un peu indépendants, de ces films autoproduits. Tu penses que c'est important ce sont des films qu'il faut aller travailler en salle ? Je pense, et de toute manière pour ces tout petits films, si on veut avoir un minimum de public et un échange constructif et intéressant avec ce public-là, il faut y être. Et il faut demander aussi à des personnes qui peuvent parler du vin nature de m'accompagner, aux vignerons qui sont dans le film, dans la mesure de leurs possibilités, ils seront là. Et puis je crois qu'il faut expliquer, raconter, il faut répondre aux questions, et j'espère qu'on aura le temps de le faire. Je remercie la réalisatrice, le distributeur Urban et les copains de Radio Vino. Vous pouvez suivre nos aventures sur Radio Vino ou sur les réseaux sociaux Nicolas Soifothèque ou la Soifothèque sur Instagram.